Depuis la chute du régime de Saddam Hussein, le nord-ouest de l'Irak est une région en état de révolte. C'est ici qu'ont lieu la plupart des attaques contre les troupes américaines. Ici vivent les tribus sunnites. Elles ont leurs propres traditions et leurs propres lois. Chez nous, quand le sang a été versé, personne ne peut dormir, ni le jour ni la nuit, tant que l'honneur de la tribu n'est pas vengé. C'est comme ça. Longtemps, ces tribus se rallièrent à Saddam Hussein. Dans l'armée du dictateur irakien, les généraux étaient sunnites, comme Saddam. Il faut que ce soit bien clair. S'ils nous attaquent, s'ils s'en prennent à la police ou au bâtiment officiel, je les pourchasse et je les tue. Mais que peut vraiment la force contre les tribus de Saddam? Comment en est-on arrivé là? Beaucoup se disaient prêts à collaborer. Ils nous ont mis dehors, ils nous ont enlevé nos emplois. Parce que nous sommes membres du parti Baas. Je trouve que c'est vraiment pas juste. Nous n'avons plus de travail maintenant. Les sunnites ont perdu la guerre, mais plus encore leur pouvoir. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Pour moi, c'était, comment dire, un jour de brouillard. 9 avril 2003, la guerre contre Saddam se termine. Au peuple irakien, le régime avait promis la victoire. Nous ne savons pas ce qui se passe. Qui a gagné la bataille? Vous savez, on est sans radio, sans information. Où est Saddam? Où est le gouvernement? Qu'est-ce qui se passe? Où est l'armée irakienne? Quand le général Hachimi fait le tour de son quartier, à Adamiyah, il ne voit aucun soldat. La plupart se sont enfuis pour retrouver leur famille. Moi, j'étais chez moi. Les bombardements qui tombaient sur le poste de renseignement à côté étaient très violents. Tellement violents que nous avons fui vers le nord de Bagdad, où c'était moins dangereux. Depuis 2 jours, Saddam Hussein se cache dans une cave, à Adamiyah lui aussi. Ici, le dictateur est entouré d'amis de longue date. Saddam ose même une sortie. Des membres du parti Baas, le parti que Saddam dirige avec une poigne de fer, le saluent, comme dans les bons vieux jours. Dans le temps, avant la révolution de 68, il faisait déjà du travail politique à Adamiyah pour le parti Baas. Peu après, Saddam, entouré de membres du parti, d'officiers de l'armée et de compagnons issus de sa tribu, se présente à Adamiyah. Dans ce quartier sunnite, il se sent en sécurité, assez pour se montrer une dernière fois, alors que la chute est proche. Presque en même temps, au centre-ville, sa statue est renversée. Les chiites de Bagdad sont là. Ces chiites que Saddam avait opprimés et assassinés par milliers. Ce sont ces scènes qui ont marqué aux yeux du monde entier la fin de la guerre et la chute de Saddam.
Ici, tout le monde a trop souffert de l'injustice de Saddam Hussein, de ses soldats et de tout le reste. Ce qu'on veut maintenant, c'est être débarrassé de lui. Et ensuite, on verra ce que l'Amérique va faire pour nous. Personne chez nous n'a acclamé les Américains. Personne. Dans le quartier d'Adamiyya et seulement dans ce quartier, on continue à se battre. Pendant 2 jours, les Américains rencontrent de la résistance. Un petit groupe de jeunes gens s'est enfermé dans la mosquée Abu Hanifa. Les Américains finissent par bombarder la mosquée. Un obus touche le minaret. Vous voulez que je vous dise quel est l'avenir du peuple irakien? C'est les mosquées détruites, les civils harcelés, les enfants blessés, les femmes dans les hôpitaux. Les Américains ne nous ont rien épargné, ils ont tout détruit. Après la fin des combats, le cheikh Sabah, imam d'Adamiyya, enterre ceux qui sont tombés dans le cimetière derrière la mosquée. C'est seulement maintenant que le quartier apprend que des volontaires étrangers ont combattu ici, sur l'ordre de Saddam. On m'a dit qu'il y avait 3 cadavres criblés de balles, mais on ne savait pas d'où venaient ces hommes. On ne savait pas qui ils étaient. On les a enterrés selon la tradition musulmane, selon la charia. On a prié jusqu'à 3h30 de l'après-midi et puis on les a mis en terre. À l'intérieur de la mosquée, des munitions abandonnées par les combattants. Ceux qui ont survécu à la bataille profitent du chaos pour quitter Adamiyya. Tous les membres du parti Baas qui avaient des choses à se reprocher se sont enfuis. Pendant plusieurs jours, les Américains ne parviennent pas à contrôler l'ensemble de la ville par manque de troupes. Des milliers de personnes leur échappent, qui fuient vers l'ouest et le nord du pays, d'où sont originaires beaucoup de fidèles de Saddam. Le dictateur se réfugie probablement dans sa ville natale de Tikrit. D'autres échouent à Falloujah. Tous se cachent dans ce qu'on appelle le triangle sunnite, terre de leurs ancêtres depuis des siècles. Les Américains sont déjà là. Ils ont conquis la région très vite. Ce ne sont pas eux qui ont pris contact avec nous, mais moi qui suis allé voir les colonels de l'armée irakienne et des militaires qui nous sont proches dans la province de Haditha. Je leur ai exposé la situation générale et un de mes amis, un militaire, nous a dit que la situation à l'intérieur du régime était si pourrie que la fin était à portée de la main. On a décidé de coopérer avec les Américains et de les informer de notre décision. Il y avait des tribus qui attendaient que l'Occident les débarrasse de Saddam. Des contacts se nouent avec les tribus. Mais en secret, les forces spéciales américaines sont à la recherche de Saddam Hussein. J'étais au téléphone en train d'organiser mon voyage. La veille du jour convenu pour mon arrivée, l'armée américaine a bombardé la maison où j'avais été invité. Ils ont envoyé 6 missiles téléguidés. Ils ont tué tout le monde, y compris les chefs de la tribu. En fait, ils cherchaient à voir Saddam. Nous savons bien que de tels incidents se produisent dans nos régions. En tant qu'Irakiens, on était d'accord pour l'entrée des forces de la coalition en Irak, alors forcément on devait s'attendre à ce genre de situation.
L'attaque américaine tue 16 membres des Dulaymi, la plus grande tribu sunnite. L'occupation de Falloujah quelques jours après la fin de la guerre accroît les tensions. Les Américains avaient d'abord promis aux Dulaymi de rester en dehors des villes. Mais des unités américaines ayant été attaquées, cette promesse est oubliée. On s'est expliqué avec les Américains. On leur a dit que le peuple irakien était meurtri. Il sort de longues années de souffrance. Il a besoin qu'on lui tende la main. La première chose à faire, c'est d'améliorer l'électricité et de fournir aux Irakiens des denrées de première nécessité. Et nous leur avons dit que de notre côté, on s'occuperait des questions de sécurité. On est entré dans Falloujah et on a tout de suite pris contact avec les chefs des tribus et avec les religieux pour voir comment les choses pouvaient se passer. Mais j'ai bien mis les choses sur la table. S'il y a des criminels liés à l'ancien régime, si ces types-là attaquent la coalition ou la police, je serai obligé de venir les chercher, morts ou vifs, au milieu de la population s'il le faut. L'unité du colonel Drinkwine, la 82e division aéroportée, prend ses quartiers dans une école. Quelques jours plus tard, des protestations se font entendre. Les soldats réagissent comme s'ils étaient encore en guerre. Nous avons garé notre convoi devant. Une foule de types sont arrivés. Et on a décidé de se retirer. Et là, on vient de se déplacer du bâtiment d'à côté et on espère établir l'ordre dans la zone. Les Américains doivent partir. Qu'est-ce qu'ils font encore ici? On leur avait demandé de se retirer, y compris de cette école, pour que les classes puissent reprendre. Ils ont accepté, mais ils voulaient des garanties. La manifestation était déjà prévue et les habitants revendiquaient pacifiquement le retrait des Américains. Cette manifestation est la plus importante depuis l'arrivée des Américains. Les soldats paniquent. La manifestation est réprimée dans un bain de sang. Le bilan est lourd. 17 morts, 75 personnes grièvement blessées. Le lendemain matin, aux funérailles, une foule en colère accompagne le cortège. La rage éclate. Après 3 semaines de présence à Falloujah, le constat est net. Les soldats américains ne comprennent pas les gens d'ici. Circonstance aggravante, il manque cruellement d'interprètes. Il n'avait pas beaucoup d'interprètes et ce n'était pas simple de se faire comprendre des forces américaines. Personne ne savait ce qu'ils voulaient. Je ne sais pas s'il y avait un manque de traduction, si ça a joué un rôle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des agitateurs derrière cette foule de manifestants. Ils tiraient sur les soldats de la coalition. Bien entendu, on les a avertis, mais leur but était clair, ils cherchaient à tuer des soldats. Nous avions reçu une consigne. Si Bagdad tombe, il faudra continuer à résister aux Américains. Et continuer le combat. Plusieurs semaines après la chute du régime, de nombreux hommes des services secrets de Saddam continuent d'affluer vers Falloujah. Ici, ils sont en sécurité. Personne ne trahira et donnera un sunnite aux forces de l'occupation. La peur a changé de camp. Les Américains vivent désormais sous une constante menace, puisque l'heure est à la vengeance pour les gens d'ici. L'honneur de la tribu a une telle importance que si quelqu'un faisait tomber sans faire exprès ce que je porte sur la tête en ce moment, il pourrait se faire tuer. Les lois des tribus sunnites sont impitoyables. Même si une mort survient par erreur, il n'y a pas d'exception à la vengeance.
Le fils de cet homme-là a pris peur devant les Américains et il s'est enfui. C'était un simple paysan. Ils l'ont tué. Selon le code d'honneur des tribus, lorsqu'un homme est tué de cette façon, il ne reste qu'une chose à faire, se venger. Vous avez un chef de tribu là. Il dit, vous savez, ce salopard là-bas, il a tué mon cousin en 1903. Eh ben, il perd rien pour attendre. La vengeance peut se transmettre de génération en génération, ne serait-ce que pour un seul mort. Mais devant l'école de Falloujah, il y en a eu 17. Une première attaque tue plusieurs soldats américains. Les Américains ne trouvent pas les assaillants. Ils accumulent les maladresses et transgressent l'ordre établi des traditions. Les méthodes de certains éléments ont fait une mauvaise réputation à cette division. Il y a eu des arrestations arbitraires en pleine rue et des personnes innocentes ont par la suite été relâchées. Certains soldats se sont mal comportés. Ils ont dépassé les limites et ça a donné une mauvaise réputation aux troupes de Drinkwine. Du coup, on les a surnommés la troupe des salopards, à cause de leur méthode brutale. Il faut que ce soit bien clair. Je leur ai dit que s'ils nous attaquent, s'ils s'en prennent à la police ou au bâtiment officiel, je les pourchasse et je les tue. On va les attraper, on va les capturer, on va les questionner. Pour qui ils travaillent, d'où vient l'argent, d'où viennent les armes. Et il faut qu'ils sachent que s'ils nous tirent encore dessus, nous sommes des parachutistes. Et nous répondrons de la même façon. Avec leurs pieds, ils écrasent les têtes. Ils font tomber la cendre de leurs cigarettes dessus, et puis ils continuent leur chemin. Jamais on n'avait vu ça sous Saddam Hussein. Sous Saddam Hussein, quand ils emprisonnaient quelqu'un, ils tapaient à la porte, ils s'excusaient et ils l'emmenaient. Une nuit, les Américains commettent la faute la plus grave qui soit. Les habitants de Falloujah supportaient déjà difficilement l'occupation. Mais rien ne pouvait plus choquer les croyants que l'arrestation d'une jeune femme. Ils ont défoncé la porte d'une maison et ils sont entrés brutalement. Le propriétaire était absent. Il y avait sa jeune épouse. Ils l'ont arrêtée et ils l'ont enlevée. Tout le village était furieux et tout le monde est sorti les armes à la main. Nous savions très bien ce que nous faisions. Elle avait des informations importantes sur un suspect de premier ordre qui était de sa famille. Dans l'islam, l'honneur de la femme est ce qu'il y a de plus sacré, encore plus que la religion. C'est ce qui différencie l'être humain de l'animal. Maintenant, les Américains ont face à eux des ennemis puissants, les hommes de religion de Falloujah. Personne n'a autant l'oreille des habitants que Al-Janabi. Même les Américains le craignent. Ils n'osent pas l'arrêter. J'avais des informations sur l'imam dont vous me parlez, Al-Janabi, selon lesquelles il se servait de sa mosquée pour inciter ses fidèles à attaquer la coalition. C'est contraire aux lois des institutions irakiennes provisoires. Dès qu'un responsable religieux critique les erreurs des Américains, c'est simple, ils disent que c'est du terrorisme, qu'on fait de l'agitation pour le compte de la résistance, qu'on viole les lois américaines, et ainsi de suite. J'aurais sans doute pu aller dans sa mosquée et obtenir l'autorisation de l'arrêter. Mais j'ai décidé de lui écrire une lettre, où je lui ai décrit dans les grandes lignes ce que je savais de ses activités. Et je lui ai dit, si vous continuez comme ça, je serai contraint de vous arrêter. L'imam Al-Janabi s'en sort avec un avertissement des Américains.
Nous sommes au courant de l'ensemble de vos activités et vous n'êtes pas sans savoir qu'il est dans votre intérêt et dans l'intérêt de la paix publique d'arrêter entièrement toutes vos activités sur lesquelles nous vous avons déjà mis en garde, faute de quoi vous vous exposeriez au risque de vous retrouver en prison. Signé Brian Drinkwine. Des religieux moins populaires sont arrêtés discrètement par le colonel Drinkwine. Ils sont détenus dans une prison de Bagdad. Résultat de toutes ces arrestations, 3 mois seulement après la fin officielle de la guerre, les Américains ont perdu tout crédit auprès de la population. C'est le moment où arrive à Adamiyya, le quartier sunnite de Bagdad, le colonel américain William Rabina de la 1re division blindée. Les Américains avaient abandonné le quartier. Pas d'électricité, pas d'eau. Rabina a pour mission de s'occuper de tout. Vie quotidienne, ordre public. Des graffitis écrits la nuit par des partisans de Saddam rappellent à Rabina qu'il est arrivé ici, dans le quartier le plus rude de Bagdad. Adamiyya est un endroit à problème. C'est vraiment l'endroit à problème de Bagdad. C'est là où les fidèles de l'ancien régime, les hommes du Baas, aiment se retrouver. C'est presque quelque chose de mystique. Vous savez certainement que c'est là où Saddam Hussein a été vu en public pour la dernière fois. Avant la chute du régime, il n'y avait qu'un dirigeant pour tout le pays. Il y avait un seul parti et il n'existait aucune autre tendance politique. Il n'y avait que Saddam. Maintenant que Saddam est parti, on se demande qui va gouverner le pays. C'est formidable ce que la liberté peut vous apporter. C'est la première fois qu'ils en font l'expérience. Ça a été la même chose pour la naissance des États-Unis. On s'est adapté, on s'est débrouillé, on a grandi avec ça. Et maintenant, c'est eux qui sont en train de découvrir la même chose. Rabina choisit pour quartier général un lieu symbolique. Le palais dans lequel Uday, le fils de Saddam aujourd'hui disparu, résidait quand il se trouvait à Adamiyya. Avant de fuir, les hommes de Saddam ont distribué des armes et de l'argent aux membres du parti Baas. Une des premières missions de l'unité de Rabina est de collecter ces armes. Première déception, la récolte est maigre. Plus difficile encore, la dissolution du parti et de l'armée décidée par l'administration américaine. Nulle part, Saddam n'avait autant de protégés qu'ici. Le dictateur n'oubliait jamais les siens. Depuis la chute de Saddam à Adamiyya, les grands dignitaires du régime ont disparu. Les petits seraient prêts à collaborer avec le nouveau pouvoir. Rabina fait vérifier un par un le dossier de tous les fonctionnaires. Tous les membres du parti sont exclus de l'administration. Ils nous ont mis dehors, ils nous ont enlevé nos emplois. Parce que nous sommes membres du parti Baas. Je trouve que c'est vraiment pas juste. Nous n'avons plus de travail maintenant. Nous n'avons plus d'argent. On vit comment ? La force d'occupation dissout aussi plusieurs ministères. De nombreux employés perdent leur travail. Il y a beaucoup d'administrations, beaucoup de nos ministères qui ont été fermés. J'ai honte quand je marche dans les rues et que je vois toutes ces flaques d'eau énormes et quand je vois les canalisations éclater. J'ai honte de regarder les gens en face. Ils imaginent que j'ai du pouvoir et que je peux leur apporter des solutions. Aucun quartier de Bagdad n'est aussi détruit qu'Adamiyya. Les soldats américains ont promis de payer des indemnités. Mais le Congrès ne décidera que 5 mois plus tard de débloquer des fonds. À Adamiyya, la première grande crise éclate. Un conseil du quartier est constitué.
Seuls des citoyens qui n'ont pas collaboré avec l'ancien régime peuvent y participer. Parmi eux, l'imam Cher Sabah, tout comme Amer Hashimi, général à la retraite. Le colonel Rabina propose de commencer par réparer le minaret de Abu Hanifa, endommagé par les bombardements. La proposition est accueillie dans une atmosphère glaciale. Je pense qu'il y a eu des sentiments négatifs, vu ce qui est arrivé avant qu'on soit ici, à Abu Hanifa. Ils nous ont proposé $50 000, mais au Conseil, on a refusé. On veut bien toutes les reconstructions, mais pour Abu Hanifa, on a refusé. Nous leur avons dit, s'il vous plaît, ne vous mêlez pas d'Abu Hanifa. Laissez les gens s'en occuper, parce que ça concerne la religion. La mosquée d'Adamiyya sera finalement réparée grâce aux dons importants de la population. Une forme de protestation silencieuse contre les Américains. Les anciens militaires manifestent. Humiliés de la disparition de l'armée, sans travail, amers. D'autant plus qu'ils n'ont même pas combattu contre les troupes américaines. Dans Adamiyya, certains officiers sont prêts à passer à l'action. Il y a un lieutenant-colonel qui a été un de mes élèves à l'école militaire dans le temps. Je n'ai pas pu le reconnaître, mais lui m'a reconnu. Il m'a dit, « Je vous en prie, mon général, conduisez-moi à un groupe. N'importe quel groupe de résistants. J'ai une grenade chez moi. Mais il y a une condition. Il faut qu'ils me donnent de l'argent. » Sur la place devant la mosquée d'Adamiyya, des officiers de l'armée de Saddam gagnent leur vie avec des petits boulots occasionnels. Le salaire que les forces d'occupation américaines leur versent est insuffisant pour la plupart d'entre eux. 4 semaines après l'arrivée de l'unité de Rabina, des actions armées sont déclenchées par un adversaire insaisissable. On découvre une mine bien placée, sur un lieu de passage des Américains. Il y avait 2 hommes dans une voiture. Ils se sont arrêtés là-bas, ils ont déposé une mine, et tout de suite après, ils ont disparu. Oui, ils ont déposé la mine et ils ont vite disparu. Ces attentats, de mieux en mieux préparés, sont maintenant organisés de manière très professionnelle. Il y a beaucoup d'officiers de l'armée irakienne qui ont perdu leur poste. Ils se retrouvent sans rien, sans travail. À quoi ils pensent? C'est évident. La plupart vont rejoindre la résistance contre les Américains. Des anciens officiers des renseignements et membres de l'armée habitent dans le quartier autour de la rue Imam. C'est ici précisément que Saddam Hussein s'est montré pour la dernière fois en public. Sur les murs, des slogans en faveur de l'ancien dictateur. Début juillet, Saddam envoie des messages à des chaînes de télévision arabes. Il veut ainsi prouver qu'il est toujours là. Mais une autre bataille a commencé. Abu Hanifa en est le centre. La mosquée est maintenant toujours pleine. Lorsque les Américains ont voulu arrêter un imam radical d'Abu Hanifa, tout le quartier l'a aidé à se cacher. Des combattants islamiques ont eux aussi trouvé refuge ici. Dans Adamiyya, on les considère comme des héros, parce que vers la fin de la guerre, ils furent les seuls à défendre la mosquée. Ces résistants, on les appelle Moudjahidines dans le Coran. Ils agissent en secret. Ils ne dévoilent pas leur identité, c'est logique. Ils ne vont quand même pas dire qu'ils sont d'ici.
Ils frappent et ils courent. Ils ne veulent surtout laisser aucune trace. J'avais de l'argent, mais mes parents ne voulaient pas que je parte. Ils ont caché mon argent. J'avais un téléphone portable que j'avais acheté $210. Et je l'ai vendu pour $40 et je suis parti. Avec ses $40 en poche, Nabil n'a combattu que pendant quelques semaines avant d'être capturé et renvoyé au Liban par les Américains. En Irak, il a perdu l'usage de ses jambes. Je suis parti sauver une terre arabe et son peuple. Mais ce n'est pas complètement une djihad, une guerre sainte. C'est moitié-moitié. Ce n'est pas une organisation qui m'a envoyé. J'ai pris tout seul la décision d'y aller. Dans Adamiyya, tout individu prêt à défendre la cause sunnite est désormais accueilli les bras ouverts, même s'il s'agit d'un combattant islamique radical. 5 mois après la fin de la guerre, c'est un cortège funéraire en colère qui accompagne ces combattants à leur dernière demeure. Des centaines d'habitants participent au cortège. La montée aux extrêmes est telle que maintenant, tout, y compris le pire, semble possible. Au mois d'août, une série d'attentats à la voiture piégée. Devant l'ambassade de Jordanie, 17 morts. Bâtiment des Nations Unies, 22 morts. Le vendredi 29 août, une explosion secoue la ville de Nadjaf, au sud du pays, où se trouvent les lieux les plus sacrés des chiites. Mohamed Hakim, un des chefs chiites les plus respectés, et une centaine d'autres personnes y perdent la vie. Les chiites comprennent parfaitement le message. Ils sont maintenant devenus à leur tour une cible. À Nadjaf, sous la protection de plusieurs dizaines de gardes du corps, une rencontre entre les représentants de tous les groupes et communautés de l'Irak est organisée. Elle réunit les chiites aussi bien que les sunnites, les kurdes et les turkmènes. Tous craignent d'être les prochaines cibles. Tous redoutent que s'enclenche une terrible guerre de tous contre tous. Ce qui nous réunit ici, en tant que délégation du Conseil de gouvernement de toutes les communautés de l'Irak, c'est le deuil que nous célébrons en hommage à Al-Hakim. Nous condamnons cet acte terrible. Qui est derrière ces événements ? On soupçonne les hommes de Saddam. Il s'est préparé à continuer à se battre avec les moyens du terrorisme. Il s'est préparé. Il a mis en place des endroits pour se cacher. Il avait de nombreuses fausses identités. Il a envoyé des émissaires en dehors du pays qui sont encore à l'étranger. Ils ont des comptes bancaires, ils ont de l'argent, et tout cela est mis au service d'actions terroristes. Adamiyya est sur ses gardes. Une semaine après l'attentat contre les chiites de Nadjaf, les premières milices sunnites armées font leur apparition. La paix, il n'y en a pas. La sécurité, il n'y en a pas. Pour les attentats, si Dieu le veut, on va riposter coup pour coup. En Irak, avant, il y avait toutes les religions. Saddam tenait tout ça sous son contrôle. Maintenant que Saddam n'est plus là, qui va diriger le pays? Qui va tenir tout ça? Le cercle vicieux de la violence commence.
Plusieurs représentants de l'ancien régime, tous sunnites, sont assassinés dans différents quartiers de Bagdad. Des gens d'Al-Amiriye, un quartier de l'ouest de Bagdad, ont assassiné 3 hommes des services de renseignement. Ils ont tué des anciens patrons des services irakiens. Les sunnites à qui je parle, ce qui leur fait peur, c'est qu'on en arrive à une guerre civile. Ils disent très bien, il y a des troupes américaines qui protègent plus ou moins les Arabes sunnites, mais quand ils partiront, qu'est-ce qui se passera? Dans un pays qui est chiite à 65%, dans un pays où on ne peut pas supporter les Arabes sunnites et où on s'en prend toujours à eux. Toutes les fois qu'une bombe éclate, la méfiance entre chiites et sunnites s'accroît. Pourtant, c'est la force d'occupation qui est censée garantir la sécurité de tous. Le colonel Rabina et ses hommes restent désormais la plupart du temps retranchés dans le palais. Les attentats continuent. Cette bataille avec un adversaire invisible, les Américains lui donnent le nom savant de guerre asymétrique. En réalité, voilà ce qui se passe dans une guerre asymétrique comme celle-ci, parce qu'au fond, il s'agit d'une guerre en pleine ville. Le genre de situation où vous vous trouvez, c'est quand nous, on n'est pas là, vous êtes en patrouille, vous travaillez dans un quartier et jamais vous ne devez baisser la garde. Guerre asymétrique, guerre contre le terrorisme. Officiellement, le président Bush avait pourtant déclaré la guerre achevée il y a 7 mois. Pour nos chefs, leurs chefs, les chefs de nos chefs, et tout au-dessus, notre commandant en chef, le président des États-Unis. Donnez-leur sagesse, courage, pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Plus de 100 soldats américains ont été tués depuis la fin officielle de la guerre, bien plus que pendant la première phase de conquête de l'Irak. C'est entre Bagdad et Falloujah que les Américains sont le plus attaqués. La ville de Falloujah ne s'est pas calmée. À la fin de l'automne, le colonel Drinkwine fait une nouvelle tentative pour séduire les chefs religieux. Il les invite à une réunion, y compris son vieil ennemi, l'imam Al-Janabi. Contre toute attente, Al-Janabi se présente. Mais il n'y a que Drinkwine pour imaginer que c'est un geste de soumission. Ce n'est pas que je ne m'entende pas avec eux, mais j'ai des doutes sur leurs intentions réelles dans ce pays. Il a démontré que d'une certaine manière, il a changé son attitude. Il est disposé à écouter la coalition et à travailler avec nous pour résoudre les nombreux problèmes de Falloujah, qui souffrent beaucoup depuis 35 ans. Encouragé par ses premiers entretiens, Drinkwine réunit les chefs des tribus. Il s'agit de trouver un candidat pour la mairie. Le chef de la très réputée famille des Badois accepte d'assumer cette fonction. Mais quelques semaines plus tard, la trêve apparente est bel et bien rompue. La mairie est attaquée. Les manifestants détruisent le bâtiment en pleine rue principale. Personne ne vient en aide aux policiers qui sont chargés de sa protection. Ce n'est pas le seul attentat contre Badois. J'ai reçu une roquette qui a touché ma maison. Heureusement, personne n'a été blessé. Il y avait des tracts qui circulaient en ville pour menacer tous ceux qui collaborent avec les Américains. Dans la seule ville de Falloujah et ses environs, il existe 14 groupes rebelles. Ils se font appeler l'armée de Mohammed ou les Fédaïnes de Saddam. Ils s'en prennent à ceux qu'ils accusent d'être des collaborateurs.
C'est de leur faute. Ce sont eux les espions et ce sont eux qui travaillent et collaborent avec les services de renseignement de l'ennemi. C'est pour ça qu'ils sont morts. Moi-même, j'ai participé à 3 actions. Une à Bagdad, une à Mossoul et la 3e dans une autre province. Les conditions de la vie quotidienne sont toujours aussi difficiles. Les gens passent des jours et des nuits entières pour un bidon d'essence, pour nourrir leurs enfants. Et nous sommes un pays pétrolier? Où va notre pétrole? Pas de pétrole et pas de travail. Mais quand la 82e division cherche à créer une police, on ne trouve pas de candidat. Les policiers qui travaillent avec les forces d'occupation sont systématiquement tués par les fédayines. La mairie est attaquée une 2e fois. À la 3e attaque, le maire de Falloujah décide de partir. Lorsque j'ai finalement décidé de démissionner, je m'en suis remis au Conseil des Anciens. Ce sont eux qui m'avaient désigné. C'était donc à eux de choisir quelqu'un d'autre pour administrer la ville. L'imam al-Janabi, lui, n'a pas peur. Il ne craint pas de s'en prendre aux Américains. Maintenant, Drinkwine n'ose plus lui interdire la parole, tant il est devenu populaire. La mosquée ne suffit plus à recevoir tous ses fidèles. Tel est l'état des choses à Falloujah, 8 mois après la chute de Saddam Hussein. À Adamiyya, la situation est très différente. Le Cheikh Sabah est devenu le plus proche collaborateur des Américains. Une subvention exceptionnelle pour les écoles vient d'être annoncée. Il se rend donc en personne pour recevoir ces subsides. C'est aussi l'occasion pour lui de pratiquer son espagnol et son anglais appris lors d'un séjour au Mexique. Okay. Do you speak English well? Little, poquito. Interpreter here. L'Espagne, poquito. Oh yeah? Signor. We have 12. Is because Sur les listes des Américains ne figurent que 12 écoles dans le quartier. Ça n'est pas possible. Vous me donnez tout l'argent pour 13 écoles ou rien. Sinon, ils vont croire que c'est moi qui ai pris l'argent. Ok. Right. Par la suite, maintenant que nous avons cette liste complète, nous pourrons demander plus d'argent. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait de quoi justifier cette demande. ولكن أنا ما أستلم ليش؟ لأن أنا إذا أعطي قسم ما أعطيهم راح يقولون أنت أخذتها. بس عم كلهم نفس الشيء استلموا كلهم. أنا بالنسبة لي أرفض. يعني ترجعش. That's not good. Hello. Hello, Captain. Hello, Señor. ¿Cómo estás? Muchas gracias. دقيقة مترجم, yes. Il finit par accepter la somme proposée. جدا لطيف, very beautiful. Les relations avec la population font maintenant partie de la stratégie américaine. Le capitaine Brewer est chargé de la communication de la première division blindée à Adamiyya. Finish. Finish. Okay. Okay, Captain Manu.
Neighborhood Council, finish. Okay? Prepare for the feast. Muy bien. Muchas gracias. Yes. Amigo, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Thank you very much. Yes. Captain Robert Ibreva. Sheikh Sabah. Il est membre du conseil de quartier et aussi du conseil d'arrondissement, ici, à Adamia. Je pense que c'est un dirigeant important de la communauté. Grâce à lui, on peut vraiment sentir battre le cœur de la population. À mon avis, le capitaine Brewer est un garçon sincère. Il n'y a pas plus travailleur que lui. Franchement, il essaie de se faire aimer par la population. Mais les Américains ne sont pas les Anglais. Les Anglais ont déjà fait l'expérience de l'Irak. Les Américains, eux, ne savent rien de l'Irak. Et jusqu'à maintenant, il faut bien dire qu'ils n'ont rien compris à ce pays. Alors tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes? Pas vraiment. Il suffit qu'un jour dans la rue Imam, des groupes de fidèles de Saddam se réunissent. En peu de temps, la moitié des habitants d'Adamia est dans la rue. Les Américains n'interviennent pas. Ils font confiance à leurs informateurs. Or, ceux-ci leur ont indiqué que Saddam Hussein ne compte plus pour les sunnites. On a entendu dire que des gens se faisaient payer pour participer. Quelquefois, ils les coinçaient avec des flingues, ils forçaient les gens à sortir des cafés pour les obliger à manifester dans la rue. Nous avons réagi en allant autour de la mosquée Abu Hanifa, qui est un peu là où se concentre le mal. On s'est pointé, on a tout bloqué pour les empêcher de se retrouver à leur lieu de rendez-vous, qui est la mosquée Abu Hanifa. Une partie des gens ont cru que Saddam participait à cette manifestation. Ça n'était pas vrai. Ils ont simplement déguisé un homme en Saddam et l'ont fait manifester dans la foule. Il n'y avait pas de Saddam. Il y a eu une rumeur et les gens sont venus voir. S'il revient, on va l'accueillir, c'est certain. On l'attend, on espère qu'il repassera nous voir. Il est passé dans d'autres régions. Les habitants l'ont applaudi et l'ont accueilli avec des coups de feu en l'air, en son honneur. Il est toujours accueilli dans la joie et les honneurs. Son nom est inscrit partout dans les rues. Vive l'Irak, vive Saddam, la fierté des Arabes. Saddam Hussein, le héros de Adamia, est arrêté le 14 décembre par les forces spéciales américaines, non loin de sa ville natale de Tikrit. Il semble bien que le dictateur irakien n'ait jamais quitté le triangle sunnite au cours des mois qui viennent de s'écouler. Immédiatement après son arrestation, la tension monte à Adamia. Dans cet endroit où Saddam s'était montré en public pour la dernière fois 9 mois auparavant, c'est l'affrontement. L'unité de Rabina intervient et tue 7 manifestants. La nuit qui suit l'arrestation est encore pire à Falloujah, car les fidèles du régime y deviennent enragés. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, la capture de Saddam Hussein n'a nullement apaisé la situation. Bien au contraire. De nouvelles bombes explosent. À Bagdad, dans la ville kurde d'Erbil, à Karbala, la ville des chiites, bref, partout en Irak. Et ce n'est pas fini.